Je suis Carole Waro, mais on m'appelle aussi la petite créole. Je vis et j'ai grandi à l'île de la Réunion, à une époque où notre territoire s'est développé à une vitesse effrénée. Très tôt, le contact privilégié entre la ville et la nature qui existe ici m'a fait ouvrir les yeux sur mon mode de consommation et son impact sur le territoire. Plus tard, quand m'a saute la mer, m'a découverte d'autres manières de consommer. J'ai eu envie de devenir une véritable consommatrice. Aujourd'hui, m'y attend un petit baba et m'y pense à notre avenir, à nous Réunionnais. Ces questions que je me suis toujours posées résonnent plus fort dans ma tête, en boucle, dans l'attente de réponses satisfaisantes. Je sais que je ne suis pas toute seule dans cette quête d'un avenir durable. C'est le moment pour moi d'aller à la rencontre de Réunionnais et Réunionnaises qui ont pris la pleine mesure de cette réalité. Il est plus que temps de produire nous-mêmes les produits de base qui composent notre assiette. Actuellement, un Réunionnais sur 5 serait déjà capable de compléter son alimentation avec son jardin créole. C'est plutôt pas mal, non ? Alors, allons cause de l'avenir. Nous ça va dans une école où les marmailles mettent la main dans la terre. Bonjour. Bonjour Wilfried. Bonjour Carole, bienvenue. Alors j'ai cru entendre que vous étiez des spécialistes du développement durable. Donc bonjour à tous déjà, merci de m'accueillir. Il me semble que c'est ça, c'est des petites stars. Bah oui, tu tombes bien parce que là, on est au club développement durable du collège Plateau-Goyave et ces élèves sont là sur leur temps libre pour se consacrer à tout ce qui est dans le domaine de l'environnement, la biodiversité, un potager, les abeilles et encore beaucoup d'autres choses. Comment participer à la protection, au développement de la biodiversité ? Et en fait, en posant les questions aux élèves, certains m'ont proposé de planter des arbres notamment. Au départ, on pense qu'il faut beaucoup cadrer, donc c'est ce qu'on fait, on cadre beaucoup. Et avec le temps, on se rend compte que le cadre doit être assoupli pour permettre aux élèves de prendre des initiatives. Et du coup, cette génération-là que tu formes et à qui tu fais faire des activités, d'après toi, quels sont les grands défis écologiques qu'ils vont avoir à relever ? Sur quoi ils vont devoir être particulièrement attentifs ? La Réunion est un territoire contraint, limité dans l'espace, la population augmente. Donc forcément, il va falloir réfléchir au partage des ressources, au partage de l'espace, mais aussi à l'importation de denrées. Il y a la culture de la canne qui est plus ou moins remise en question, le développement du maraîchage, enfin l'approvisionnement local, en fait, développer au maximum l'approvisionnement local. Moi, j'aime bien demander à tout le monde des conseils parce que parfois, voilà, comme tu disais, on a une inspiration comme ça. Si tu avais un conseil à donner pour changer une habitude simple que tu donnes peut-être aux élèves ou que toi, tu appliques au quotidien, ça serait quoi ? S'approvisionner localement, mais surtout, voilà, manger moins de viande parce que ça fait appel à des changements d'habitudes qui sont vraiment ancrés. Donc j'ai commencé, je mange plus de légumes, je mange un peu moins de viande, mais il faudrait aller plus loin. Voilà, donc c'est le défi que j'essaye moi de relever, parce que je sais qu'en mangeant moins de viande, déjà on a un impact sur l'environnement. Je voudrais quand même m'assurer que vous avez bien compris le rôle des abeilles dans la nature. Célia, petite Célia. Les plantes peuvent se reproduire. Exactement. Donc du coup, ça permet la pollinisation et donc la formation des fruits et ensuite des graines. Du coup, c'est ce qui nous a amené à l'idée de faire un potager, de lancer un potager. Donc c'est le nouveau projet de notre établissement, un de nos nouveaux projets. Et on a commencé cette année avec un petit potager. Vous, est-ce que quand vous allez dans le supermarché, vous faites attention, vous regardez les étiquettes ? Non, mais il prend tout d'un coup. Mais il regarde pas le prix. Non, mais Miguel, tu n'as faut pas regarder le prix. seulement. Ça me Oui, mais est-ce que vous regardez où est-ce que c'est fabriqué ? Ouais. De où ça vient ? Non, des Peut-être fois, faudrait regarder un peu plus. C'est impressionnant. En tout cas, c'est super ce que vous avez fait dans votre collège. Parce que ça, c'est les initiatives locales. Mais en fait, on est allé plus loin. On est même allé très loin.
Jusqu'au Parlement européen. Oui, jusqu'à Strasbourg. Pourquoi on est allé au Parlement européen, Célia? Alors, on est allé au Parlement européen pour présenter la première déclaration de la planète et du vivant au Parlement européen, aux sénateurs, aux différents présidents. Bon, merci beaucoup, merci Wilfried, merci aussi à vous les enfants. J'étais vraiment contente de passer du temps avec vous, de voir votre potager, vos ruches, tout ce que vous faites pour essayer de mettre en place des initiatives. Et il y en a une justement qui m'intéresse particulièrement, c'est celle du potager de la Chatoire dont vous m'avez un peu parlé. J'aurais bien aimé y aller. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'accompagner? Célia? Oui, c'est ça. Et du coup, comment tu as connu toi le club développement durable? Alors en fait, c'était en 5e. Quand j'étais en 5e, j'avais fait un devoir et j'avais eu la meilleure note de la classe. Donc, monsieur Eloi m'avait proposé de devenir éco-délégué. D'accord. J'ai accepté. On a fait un forum avec les éco-délégués de d'autres collèges. Puis suite à ça, il y a le ministre de l'Éducation nationale qui est venu nous voir à Kélonia. D'accord. Donc j'ai présenté le forum. Puis ensuite est venue les idées d'Elsa d'Acosta qui nous a proposé d'aller en voyage pour présenter la déclaration des droits de la planète et du vivant. Puis ensuite il y a eu le projet des abeilles et du potager. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien faire justement quand tu t'occupes du potager? Mettre les mains dans la terre et tout ça, c'est chouette. Participer et après, le moment de la récolte où il y a la satisfaction de tout le travail fait qui donne un résultat. Toi, de manière générale, est-ce qu'il y a plein de petits gestes, d'autres gestes que tu fais pour protéger un peu l'environnement? Moi, j'ai un blog sur lequel je donne des conseils pour protéger la nature et tout ça. Et du coup, je fais ça principalement. Et du coup, ton blog, comment tu l'alimentes? Alors, qu'est-ce que tu racontes dessus? J'ai raconté les éco-gestes, c'est-à-dire les gestes, des petits gestes tout simples qu'on peut faire chez soi, juste éteindre la lumière en sortant d'une pièce, pas laisser le robinet ouvert, plein de ces petites choses comme ça qu'on peut faire au quotidien et qui, si tout le monde le fait, auront un impact positif sur l'environnement. Souvent, les adultes, c'est eux qui vous donnent des conseils. Mais moi, je voudrais que toi, tu donnes un conseil à un adulte, que tu lui dises « Allez, change quelque chose pour préserver l'environnement ». Ça serait quoi? Arrêter de parler et dire « on va faire ça » et agir. Tout simplement. Alors par ici, qu'est-ce qu'on a? Ça aussi, c'est surtout pour l'acné et tout ce qui est avec la peau. Ouais. Et il y a aussi les salades. Oui, tiens, les toutes petites salades. Est-ce que tu as appris des petites choses avec eux en discutant un peu? Oui, j'adore surtout le palace à insectes que je vais vraiment essayer de mettre dans le collège. Et aussi le compost qui est vraiment quelque chose d'intéressant pour le potager. Vous avez un potager bio? Oui. Ok. Vous avez l'habitude de consommer des produits bio à la maison ou même à la cantine? Oui. Enfin, à la cantine, je suis pas sûre, mais à la maison, en tout cas. Bonjour. Bonjour, Laurent Goriot. Bonjour. Je suis le directeur de la restauration municipale de la commune des Avirons. Je vais vous présenter la cuisine centrale. Elle est plutôt sympa la vue de ton bureau. Ouais, exceptionnelle. C'est vrai qu'on a toujours travaillé dans un mode de fonctionnement où on voulait faire du frais pour les enfants. Parce que l'intérêt, c'est quand même l'objectif, nous, c'est d'alimenter les enfants de façon, avec des produits de qualité. Et c'est là où intervient la loi Egalim. Et à La Réunion, c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses. Et j'espère que les producteurs pourront petit à petit s'adapter à cette nouvelle loi. Du coup, en termes de pourcentage, t'en es où? Les 50%, ils sont loin? Dis-moi un peu.
Oui, pour moi, enfin ils sont pas loin, on est entre 20 et 30% pour moi, parce que on travaille avec la viande fraîche, et puis donc locale, à proximité, et puis aussi les légumes frais. Voilà, on travaille le plus possible avec des légumes frais, mais c'est vrai qu'en local, sur mes lots de marché public, par exemple, j'ai les bananes bio. C'est le seul lot que j'ai sur un produit essentiellement local, et je suis certain qu'il sera local. Après, quand j'achète des légumes chez mon fournisseur, je sais qu'il y aura une partie locale et une partie import, parce que lui fait avec ce qu'il y a sur le marché. Voilà. Et du coup, atteindre cet objectif, toi, ça te paraît faisable de 50% en local et 20% en bio? Faisable pour La Réunion, enfin pour les DOM tout au moins, et les TOM, ça va être très compliqué. Voilà, ça va être très compliqué, en sachant que ces 50% ne sont pas que des produits locaux, c'est des produits de qualité et durables. Ouais. Donc ça se complique encore plus, parce que ce sont des produits avec des labels. Ouais. Des labels que nous n'avons pas pour l'instant à La Réunion. J'ai vu là quand on s'est baladé, justement que tu avais prévu aussi en cas de manque. Concrètement, est-ce que parfois vous avez peur de manquer pour pouvoir fournir les restaurants tout simplement? Oui, c'est pas une peur, c'est qu'on est sur un métier d'anticipation. Donc on ne cuisine pas la journée, nos menus sont faits 6 mois avant, on commande 3 semaines voire 1 mois à l'avance, on est sur une île, il y a des bateaux qui arrivent. Actuellement on a des problèmes avec les bateaux qui ont été coincés dans le détroit, et donc nous on anticipe et on a un peu de stock. Donc c'est pour ça qu'on a des boîtes de conserve en grains par exemple, si jamais les grains n'arrivent pas en sec. Par exemple le riz, moi j'ai vu, il n'est pas local. Non, le riz est importé. C'est vrai qu'on n'est pas autonome sur l'île en cas de problème. D'ailleurs, on voit bien, s'il y a une grève au port ou s'il y a un problème d'approvisionnement par les bateaux, les gens se ruent sur les supermarchés pour acheter le riz, qui est l'aliment de base à La Réunion. Mais c'est vrai que ça paraît paradoxal que c'est ce qu'on mange tous les jours et en même temps, on n'est pas capable de le produire. Il n'y a pas de rizière sur La Réunion, ça arrivera peut-être un jour. Mais... Dans le développement du circuit court, pour pouvoir t'approvisionner, qu'est-ce que tu verrais un peu comme piste pour que ça aille un peu mieux ? Déjà que les marchés publics soient un peu moins cadrés. Il y a un cadre, mais il faudrait peut-être ouvrir ce cadre pour que nous, on puisse aller vers les producteurs locaux et avoir une discussion beaucoup plus directe avec le producteur local. Parce que les gens ne peuvent pas nous approvisionner peut-être en quantité, en qualité. Administrativement, ils ne suivent peut-être pas non plus. Même si la Chambre d'agriculture les suit en parallèle, je sais, c'est très très compliqué. C'est surtout un problème de quantité, je pense, de volume. Aujourd'hui, la rencontre du coup entre toi et les producteurs, elle se retrouve avec une barrière, c'est ça ? Oui, il y a une barrière administrative, une barrière qui n'est pas réelle, parce qu'on pourrait la casser et aller vers eux. Mais nous, on est quand même sur une zone de production. Et la production, il faut avancer. Vous avez vu ce matin, ça bouge beaucoup. On a des horaires. Les cuisiniers commencent à 5 h. Il faut que ça parte à 9 h actuellement, 9 h30 au plus tard, parce qu'on a la Covid et les enfants mangent beaucoup plus tôt dans les restaurants scolaires. Donc on a une organisation et on ne peut pas en déroger. Donc nous, l'objectif principal, c'est de bien nourrir les enfants, que ça soit en temps et en heure dans l'assiette et que tout le monde soit content. Et côté économique, qu'est-ce que ça donne si tu te fournis en local? Est-ce que c'est rentable pour la cuisine centrale? Est-ce que c'est rentable pour les producteurs? C'est certain que si on travaille avec du frais, c'est beaucoup plus cher que du surgelé. Voilà, si j'achète un bœuf en surgelé, je vais peut-être l'avoir à 5 €, alors qu'un bœuf en frais, je vais l'avoir au double du prix. Je me pose la question, si tu avais des pistes justement pour avoir plus de local dans les assiettes des marmailles que tu cuisines, ça serait quoi ton idéal à toi? Les pistes, ce serait déjà d'être approvisionné sur tout ce qui est animaux en local. Déjà, quand on a développé la filière, l'agneau, le cabri. Le cabri, il y a quand même beaucoup de tamouls à La Réunion qui mangent du cabri. Voilà. Et puis après, les légumes surtout, la filière légumes. Parce qu'on en entend parler depuis 10-15 ans, la filière légumes. Tout le monde essaie de faire des efforts, mais bon, on a un territoire qui est très peu cultivable. On a beaucoup de cannes, on a très peu de territoires cultivés. Donc je crois que c'est de l'ordre de peut-être de 2 ou 3%. Donc on ne peut pas approvisionner tous les Réunionnais avec 2 ou 3% du territoire. Merci beaucoup Laurent pour la petite visite et puis pour toutes ces infos que tu m'as données. Et justement là je vais aller voir des agriculteurs et je vais leur poser la question de savoir comment ça se passe pour tout ce qui est lien peut-être éventuellement plus tard avec des restaurants comme le tien. Donc merci encore. C'était un plaisir. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Je suis contente de découvrir un peu ton exploitation.
Allons On est visiter. parti. Déjà, moi j'aperçois tout au loin là-bas ton parc poule version géante. C'est ça? Exact. Devant, là, ce sont donc les poulets certifiés agriculture biologique, élevés en plein air. On est sur une volaille de race rustique qu'on appelle le fermier rouge. Une volaille qui atteint une maturité à 100-120 jours. Nous, notre idée, c'est vraiment de pouvoir laisser le poulet s'exprimer, de courir. Il faut qu'il soit épanoui et libre. C'est très important. Ensuite, nous, on a décidé, pour la commercialisation et l'abattage de nos poulets, on a décidé de le faire à 100 jours minimum. Tu vas au-delà de ce que le label exige. Exact. Le label, à l'heure actuelle, demande un minimum de 81 jours. Nous, on a décidé vraiment de compter sur l'animal pour qu'il puisse arriver à un poids et à s'être développé à son maximum. Et du coup, tu fais pas que du poulet alors. Je vois qu'il y a autre chose. Qu'est-ce qu'on a autour de nous? Alors, nous, on fait du poulet et du maraîchage. L'idée est vraiment d'avoir une partie maraîchère où on peut utiliser les effluents d'élevage aussi sur le terrain. Quand on a des légumes qui sont des fois abîmés ou on a eu un souci avec des ravageurs, plutôt que de les perdre, bien souvent ils repartent vers les animaux aussi. Et comment tu l'imagines évoluer un peu ton exploitation ici? Là, on a plus de surface qu'on est en train de mettre en valeur à l'heure actuelle. Mon idée, c'est d'augmenter encore plus les surfaces pour les poulets, sans augmenter le nombre de poulets. J'ai vu un peu la vie de tes poulets ici. Je voulais en savoir un petit peu plus sur tes circuits de distribution derrière. Comment ça se passe pour toi? Nous, on fait de la vente directe. On a vraiment mis en place un système de distribution via notre page sur laquelle on met un formulaire de commande et après on se retrouve sur différents points de rencontre et je livre les poulets comme ça. Alors là, je te transmets une question que j'ai eue. Les cuisines centrales, par exemple, les cantines, est-ce qu'on pourrait imaginer que tes poulets puissent aussi se retrouver dans les cantines pour que les enfants puissent les manger? Du poulet bio, ça serait top à la cantine, non? Oui, on pourrait carrément imaginer cela. Après, c'est un système de commercialisation à travers des appels d'offres. Il y a certaines quantités à respecter et sur lesquelles il faut s'engager. Voilà. Ton fonctionnement actuel de circuit court, ça te permet en fait d'avoir de la flexibilité. C'est quoi qui te sécurise? C'est que je reste maître du nombre de poulets que je peux commercialiser. Ça veut dire que je peux arrêter à un certain nombre et dire voilà, cette semaine, on a assez de ventes, voilà, le formulaire est clôturé et à la semaine prochaine. Et à l'échelle de la Réunion, est-ce que tu vois que beaucoup de producteurs se mettent à faire un petit peu comme toi, à essayer d'aller plus vers des circuits courts? Comment tu le vois quand tu discutes avec tes collègues? La Réunion, oui, beaucoup d'agriculteurs tentent d'aller vers les circuits courts. On le voit de plus en plus, les marchés se développent. On a des marchés de producteurs qui ont été mis en place ces dernières années. On a une multiplication des petits marchés, même au sein des villes qui n'avaient pas de marché, refont maintenant un marché de producteurs. Jacques, c'était un plaisir de découvrir ton exploitation, de connaître ton histoire et puis aussi de voir tout ce qu'on peut faire sur 1 hectare. C'est assez impressionnant. Et j'ai beaucoup aimé aussi découvrir ce que tu faisais sur les réseaux pour retrouver du lien avec les consommateurs. Et ce que je te propose là, c'est qu'on va rencontrer justement un expert du numérique dont c'est le métier. Et il a commencé depuis plusieurs années à travailler sur les circuits courts, sur l'agriculture. Je suis sûre que tu vas avoir pas mal de questions à lui poser. Franchement, allons, c'est super. C'est parti, je t'emmène voir Jean-Luc. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc, bienvenue sur la ferme des mers Jean-Luc. Merci. Je suis vraiment content de te rencontrer. L'agriculteur qui, comme toi, passe par Facebook pour toucher ses clients, c'est très bien. Les commandes, elles arrivent par petits bouts, de manière non structurée. À vrai dire, ça a été notre grand problème jusqu'à présent. L'application qu'on a développée avec mon équipe te permet de créer ton catalogue et de le mettre à jour en temps réel, tout le temps. Dès que tu produis quelque chose, que ce soit des légumes, des fruits ou des poulets, tu mets à jour ton catalogue, instantanément raccordés à ton application, vont être au courant des informations, donc du produit que tu peux mettre à disposition, des stocks, de la date de disponibilité et de l'endroit où tu peux les rencontrer pour pouvoir échanger. Parce que je pense que ça aussi c'est important. Dans les circuits courts, l'idée c'est l'échange direct. Exact. Voilà. Et il faut pouvoir créer des points de rencontre. Nous, les agriculteurs, des fois, il nous est difficile de toucher
les cantines centrales, les collectivités ou même les hôpitaux, pour moi par exemple qui fait du poulet bio, voilà, on a du mal à vraiment rentrer sur ce circuit-là aussi. Est-ce que tu as déjà imaginé quelque chose dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment nous permettre de toucher encore des clients de manière beaucoup plus large et sur des quantités peut-être un peu plus importantes? Les collectivités sont tenues par la réglementation et sont contraints de rester dans des schémas d'appel d'offres, de marché, etc. À la base, tu dis la réglementation pose problème, alors qu'à un moment, on s'était dit la réglementation, elle va obliger à faire du local. Donc, c'est où que ça Alors colle justement, pas voilà, c'est dans la communication ou dans la prise en compte par les collectivités de ces possibilités-là. Pour les producteurs, des fois, quand on répond à une appel d'offres, souvent c'est sur un long, c'est sur 1 an, 6 mois, et, Sur 3 ans. ou 3 ans, ou même il y a des sur 5 ans, ce sont des marchés très longs. Et il ne faut pas oublier que les agriculteurs, bien souvent, on a le problème des intempéries, on a le problème de la saisonnalité, on a tristement un dérèglement climatique qui fait qu'on a des périodes sèches de plus en plus longues, et quand il pleut de plus en plus fort, donc on a beaucoup de pertes. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il faudrait quelque chose de plus ponctuel pour les producteurs et avoir en temps réel ce que la collectivité a besoin sur tel point, etc. Exactement. Et dire à 48 heures, 72 heures, dire ok, moi je peux vous fournir 300, 400, une demi-tonne de patates douces. Et au moins, mais il faut que ça soit là. Et c'est pour ça que ce genre d'application est très intéressante, parce que du coup, ça nous évite de remplir des dossiers pour les appels d'offres. Et ça nous permet, nous, de partager notre stock en temps réel. Après, si ça ne part pas sur une collectivité, on peut se rabattre sur un autre canal, que ce soit une coopérative, un marché forain. Ou les particuliers, comme sur ton Ou appli. des particuliers, ou voilà, je vais dire, je pense à l'heure actuelle qu'on a besoin De la structuration de l'information. Structurer l'information entre les uns et les autres pour que ça fonctionne. Et le numérique, il sert à ça. Il sert à structurer l'information. Bonjour Carole. Bonjour Rémi. Je suis contente que tu aies accepté de nous rencontrer pour qu'on parle ensemble de numérique. Alors notre lieu de rendez-vous, c'est pas du tout un hasard. Explique-moi un peu pourquoi on est là. On est au cœur de la Technopole et c'est le cœur de l'innovation à La Réunion. Concrètement, les porteurs de projets qui travaillent ici, travaillent sur quoi? On travaille sur des projets qu'on veut innovants, donc des projets qui vont améliorer la vie des Réunionnais, la vie du territoire, et qui ont une vraie réalité et équilibre économique. Et moi, par exemple, en tant que consommatrice, qu'est-ce que je peux voir émerger comme solutions qui peuvent m'aider à consommer différemment, à faire du circuit court, par exemple? Tu as déjà plein d'acteurs qui vendent des produits frais sur Internet à La Réunion. Donc ils vont aussi aller vers une économie décarbonée, où on a moins besoin de faire de la route, où on a moins besoin d'être dans les bouchons pour aller chercher ses fruits et ses légumes, en passant par des points relais, en livrant à domicile. Moi, mes habitudes, avec la crise sanitaire, elles ont vraiment changé en 1 an. Je me suis rendu compte, par exemple, que je pouvais trouver des petits producteurs à qui je pouvais acheter directement des fruits et légumes. Ça a été vraiment un vrai virage pour moi, même économiquement. Je me suis rendu compte que c'était moins cher. Et je me demandais si pour eux, ils y voyaient aussi un vrai intérêt. Oui, des petites choses, mais qui sont des initiatives de petits producteurs et qui ont aujourd'hui gagné leur autonomie économique, uniquement en communiquant sur les réseaux sociaux auprès de leurs voisins, leurs familles, leurs proches. Et finalement, ils ont créé un canal de distribution qui est leur réseau social, leur réseau d'entourage, sur lequel ils arrivent à vivre et peut-être à vivre mieux qu'avant avec un distributeur unique.
On l'a vu, le circuit court donne un nouveau souffle aux agriculteurs. Comme Jacques, ils sont de plus en plus nombreux à vendre leurs produits sur les réseaux sociaux et arrivent ainsi à mieux vivre. Faisons une pause. On a beaucoup parlé de circuit court et d'Internet. Mais pour moi, le marché est également le lieu privilégié pour rencontrer des producteurs locaux. Alors allons voir celui de Saint-Pierre. Le circuit court, c'est nous reconnecter non pas à un mode de consommation, mais à nos racines. À La Réunion, on a toujours su faire avec nos ressources et bien faire. Notre cuisine, c'est notre musique, notre chant du cœur sur nos petits bouts de terre. Nous l'avons vu, il faut de la résilience pour accepter que les conditions climatiques ne permettent pas toujours d'acheter ce que l'on veut, quand on veut. Notre savoir-faire et notre patrimoine culinaire nous aident à nous adapter. J'aimerais vous faire découvrir un restaurant zéro déchet qui innove pour proposer des produits locaux tous les jours en limitant au maximum son impact sur l'environnement. J'avais vu que vous aviez une démarche zéro déchet et c'est pas forcément très commun dans la restauration. Donc il y a les pailles, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres choses aussi que vous faites justement pour essayer de limiter le gaspillage, les déchets, etc. Oui, nous, c'était une conviction personnelle. Donc, c'est sûr que dès qu'on a ouvert le restaurant, c'était sûr qu'il fallait poser ces bases-là. Pas de barquettes en plastique, les pailles en bambou. Oui, et effectivement, du coup, ça a été quelque chose de facile à mettre en place. Comment vous faites, vous ? Dès le départ, on a eu la chance de trouver des fournisseurs qui faisaient des barquettes en amidon de maïs, qui sont biodégradables. Donc, on est parti là-dessus. Au fur et à mesure, on s'est dit quand même, ça reste quand même un déchet, même si ils sont biodégradables, ça va prendre quand même un temps. Donc, petit à petit, on a commencé à inciter les gens à ramener leurs propres barquettes, ce qui a été une super réussite. C'était beaucoup plus intéressant pour eux, eux-mêmes de ne pas avoir à jeter ça chez eux après. Ensuite, il y a plein d'initiatives. En ce moment, il y a des systèmes de consignes. Voilà. Vous faites de la consigne du coup? On fait de la consigne aussi. Sur quel type de produit du coup? Sur les barquettes pour les repas emportés. Côté cuisine, est-ce qu'il y a des choses aussi que vous pouvez Alors, mettre en côté œuvre? cuisine, nous, ça a été surtout de pouvoir avoir des... Enfin, on n'a pas de stock, de gros stocks particuliers, on n'a pas de chambre froide ou quoi que ce soit. Donc les produits ils arrivent assez régulièrement et ils sont soit vendus bruts ou soit transformés. Donc ça nous fait vraiment quasiment pas de perte ou très peu en tout cas. C'est des épluchures ou encore on trouve certaines recettes avec. On a été très imaginatifs là-dessus. Donc on n'a pas une carte fixe où tout le temps c'est le même plat et donc il faut absolument ces légumes-là. Nous, on s'est adapté par rapport aux saisons et par rapport aux agriculteurs. Donc, ils arrivaient, ils nous disent, voilà, cette semaine, on a ça, ça. Et nous, tous les matins, en fait, on essaye de dire, en ce moment, on a c'est la grande saison des oignons nouveaux. Donc, voilà, ça va être des recettes là-dessus. Ou, en ce moment, il n'y a pas de salade, donc il faudra proposer autre chose. Donc, on s'adapte selon les saisons. Et ça, c'est un gros plus pour le zéro déchet. Je suis vraiment contente d'avoir appris un peu plus de choses sur le zéro déchet chez toi. Je dois encore un peu continuer ma route. Donc, merci et je vais filer. Je retrouve du plaisir à me reconnecter avec ce que permet la nature. Le circuit court, c'est bien, mais ce serait encore bien plus efficace, nous l'avons vu, si nous adoptions des comportements allant vraiment dans le sens de la lutte anti-gaspillage. Il faudrait commencer par rééquilibrer nos centaines de milliers de barquettes journalières. Le riz fait partie de l'emballage de nos barquettes plastiques. Nous en gaspillons beaucoup. Nous allons voir ce que des entreprises et des salariés font pour agir sur cette pollution. Alors du coup, en quoi elles sont différentes nos barquettes? Alors déjà, tu vois que la mienne, elle est en verre recyclable. Lorsque tu regardes un peu plus près, tu vois que les aliments sont quand même bien calibrés. Donc tu as tous les aliments qui composent un repas équilibré réunionnais.
et compartimenté. Donc au fond de la barquette, tu as donc des dessins sérigraphiés qui représentent en fait les aliments que tu peux voir, donc les légumes, le curry, le riz et les grains. Ok, ça permet de changer un peu les quantités parce que moi je vois que j'ai beaucoup de riz. Et pareil, je vois derrière, tu as beaucoup plus de légumes par exemple. Regarde, moi je vais demander plus de légumes parce que justement, en fait, normalement, ça doit prendre à peu près la moitié de ta barquette. Ouais. Et c'est ça qui va permettre de te caler déjà plus vite et en plus de réintroduire les légumes. En fait, c'est ce qui manquait dans l'assiette. C'est vrai que souvent on demande curry et riz et des fois les légumes. Et je vois que la tienne derrière, elle est encore différente. Oui, bah moi je l'ai faite moi-même en fait. Du coup, tu t'es servi des repères pour te faire ta petite composition? Dosage, voilà, exactement. J'ai pris les repères de fond, j'ai fait une petite barquette à la maison, tranquillement. Et bien écoutez, moi je pense qu'on va manger. Bon appétit. Bon appétit. Et avec ça, du coup, vous êtes bien calés? Mais oui, et même des fois, il y en a trop dans la barquette en fait. Mais par contre, ce qu'on a remarqué toutes les trois, c'est que l'après-midi, avec cette barquette-là, avec plein de légumes, on est beaucoup moins fatigué. C'est ça, on se sent moins lourd, moins fatigué, moins somnolent. Et d'ailleurs, du coup, ce projet Équilibre Notre Barquette, il a commencé comment chez vous? On était censé trouver des idées, apporter des idées pour le bien-être des salariés. Donc on a proposé avec mon équipe d'instaurer un système qui permettrait que les agences s'alimentent mieux. Donc on a proposé le projet Équilibre Notre Barquette. Et aujourd'hui, concrètement, comment ça fonctionne? Moi, j'ai vu l'exemple d'aujourd'hui où on a pris à manger au même endroit, mais il y a d'autres restaurateurs, comment ça se passe? Oui, effectivement, il y a des restaurateurs, il y a 10 restaurateurs dans l'île qui sont partenaires. On a fait une expérimentation sur un panel de 100 salariés. Donc dans mon entreprise, nous sommes 300. Donc cette expérimentation est sur un mois. Et de cette expérimentation ressortira justement les aspects si la barquette est assez, on va dire, bien compartimentée, s'il y a eu des bienfaits pour les salariés. Côté salarié, tu as déjà ressenti, vous avez déjà pu échanger sur les bénéfices que vous avez ressentis? Oui, alors on est à mi-mois de l'expérimentation. Donc on a eu beaucoup de retours sur une perte de poids sans trop d'efforts. Finalement, c'est lié au fait de diminuer l'apport en glucides et de, on va dire, gonfler l'apport en légumes, en légumineuses et voilà, de bien rééquilibrer la barquette. Côté restaurateur, est-ce que vous avez déjà un peu des retours sur comment ils le voient? Alors, au départ, ça leur paraissait un petit peu compliqué de devoir équilibrer la barquette, donc on ne leur a pas donné la difficulté de peser les aliments, mais vraiment de les positionner en fonction du dessin sérigraphié. Effectivement, côté écologie aussi, c'est moins de barquettes qui terminent malheureusement trop souvent à la poubelle. Effectivement, donc notre projet, aussi bien qui est lié à l'équilibre alimentaire, a pour objectif aussi donc de mieux manger et moins gaspiller du coup. Et de fait tendre vers le zéro déchet par rapport à la barquette réutilisable. Aujourd'hui, j'ai acheté dans une barquette en carton. Si demain je veux avoir une barquette comme toi, est-ce que ce serait possible? Alors l'objectif justement à l'issue de cette expérimentation, c'est de proposer ce projet à l'ensemble des Réunionnais. Et pour toi, Roxane, ça serait quoi une entreprise durable? Écoute, bien au-delà du projet Équilibre Notre Barquette, je pense qu'il est important pour les entreprises aujourd'hui de proposer aux salariés des solutions pour être bien dans le travail, mais que ça soit périn et bien chez eux aussi. Ces salariés, qui en plus de lutter contre le gaspillage, reprennent du plaisir à diversifier leurs habitudes alimentaires, m'inspirent. Justement, je me demande si les agriculteurs agissent eux aussi en faveur de la diversification de nos habitudes alimentaires. Et cette fois, Myriam Azad chez moi, dans l'Est. Bonjour, bonjour. Bonjour. Moi c'est Carole, enchantée. C'est Lucé, je suis agriculteur ici. Et vous c'est Samantha. Donc c'est vous les propriétaires de ce joli coin là. Oui, c'est mon terrain de jeu. Donc c'est l'endroit où je m'exprime en grande partie de ma journée. Hein, donc je passe plus de temps ici qu'à la maison. Et on a fait, c'est vrai, quelques kilomètres. Ouais. Et on arrive ici entouré de montagnes, avec les oiseaux, etc. C'est un super endroit. C'est une variété de basilic cannelle. Il y a une forte demande là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on s'est accentué là-dessus. Et donc tout ça en bio? Tout ça en bio. Ça, c'est une variété d'aubergine thaïlandais. Donc... c'est tout petit. Ouais, c'est ça. On ne peut pas trop en trouver sur les marchés. Les gens ne connaissent pas trop aussi. Ouais, ça sent bien. Et après, c'est quelque chose qu'on essaie de faire découvrir aux gens. Hein. Vous êtes agriculteur de père en fils, vous êtes arrivé comment jusqu'à... Même on connaît un petit peu parce que
On voyait bien les parents, comment ils faisaient. Hein. On s'est dit, on va faire un petit peu comme eux. Dans un environnement pareil, ne pas faire du bio, c'est aller à l'encontre de la nature. Hein. Donc, moi, j'apprécie de voir ce que je plante. Quand j'arrive à produire, il y a plein de monde qui en bénéficie. Parce qu'il y a les retombées sont vraiment positives. Hein. Il y a des personnes qui nous suivent depuis au lancement jusqu'à maintenant. C'est les mêmes personnes. J'entends que ça bourdonne là. Il y a des abeilles partout là. Ces abeilles-là, ils sont là en permanence. Hein, parce qu'il y a du basilic, ils sont attirés par tout ce qui est fleurs. Hein. Et concrètement, comment elle a commencé l'histoire de votre exploitation? Par tous les différents métiers que j'ai pu faire, la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine, la grande distribution, tout ça. Mais à un moment donné, j'avais retourné un petit peu aux sources, peut-être par rapport aux parents aussi, au papa qui était dans la canne depuis longtemps. On venait se balader, on voyait la nature. Je me suis dit, pourquoi pas trouver un terrain dans les Hauts? Et économiquement, alors, vous imaginez que ça va se passer comment dans les années à venir? Visite pédagogique qu'on peut proposer à tous les scolaires, puisqu'on a déjà des demandes à ce sujet. Donc ça pourrait attirer beaucoup plus de clients, on va dire, au niveau de l'exploitation. On est de plus en plus à vouloir consommer bio, moi la première. Hein, je suis contente de pouvoir trouver dans les rayons de plus en plus de production locale. On s'était pendant longtemps habitué aussi à importer le bio. Tout à fait. Et puis c'est normal pour le consommateur de vouloir voir quel est le cadre dans lequel poussent leurs légumes. C'est tout à fait normal parce que ça permet de les sécuriser, de se dire que c'est vraiment du bio, hein, parce que c'est une question à laquelle souvent nous sommes confrontés. Parce que dire qu'on a la certification, effectivement, donc présenter la certification, c'est une chose, mais voir sur le terrain, c'est encore mieux. Et puis apprécier aussi les difficultés de l'agriculteur qui travaille du lundi au dimanche sous le soleil ou la pluie, ça, il faut en prendre conscience aussi. Et le fait d'en prendre conscience, ça permettrait d'accepter aussi, notamment les prix, de savoir que à certaines périodes, on n'aura pas des salades parce que il a trop plu. Et c'est comme ça qu'on va aussi diversifier ses habitudes alimentaires. Et donc ça, c'est intéressant. Et c'est cette pédagogie-là que nous voulons développer avec nos consommateurs. Et d'où le circuit court. J'ai remarqué qu'ici, nous avons toujours eu cette peur de manquer. Il suffit que le port soit bloqué une semaine pour avoir du mal à trouver un aliment de base comme le riz. Réchauffement climatique, difficulté de transport des marchandises, les crises risquent d'être plus nombreuses à l'avenir. Je pensais qu'il serait difficile de réintroduire des rizières pays. Et pourtant, c'est déjà le cas dans les Hauts-de-Saint-Paul. Nous pouvons déjà voir des semences en expérimentation et des riziculteurs en formation. Une tendance s'est créée à tous les niveaux de notre société. Une nouvelle conscience écologique émerge. Des industriels réunionnais souhaitent s'investir dans la diversification de nos productions. Et des acteurs de la grande distribution s'investissent de plus en plus dans une démarche de circuit court. Mais ça, nous aurons l'occasion d'en parler dans la suite de mes aventures. J'ai rencontré des gens formidables, pleins d'énergie et de créativité, pour rendre durable notre mode d'alimentation. Cela m'a donné foi en l'avenir, mais m'a aussi permis de prendre conscience qu'à La Réunion, nous avons encore beaucoup à faire pour développer notre autonomie alimentaire. Me voilà maman désormais, et quand je vois mon petit bout grandir, j'ai envie qu'elle ait la même énergie et la même détermination que les collégiens que j'ai rencontrés. Il y a tant à faire sur notre île. Il y a tellement de potentiel et tellement de talent à encourager pour développer les circuits courts. Notre territoire est une formidable ressource. Alors allons mettre la main ensemble, bonne marmaille contre nous toutes.